La pandémie de coronavirus frappe depuis plusieurs semaines maintenant le monde. Les économies sont mises à terre et les pays africains commencent à être touchés. 3000 cas ont été recensés à ce jour en Afrique selon le centre de l'Union africaine qui répertorie ces différents cas. Et ce numéro de la Tribune du mardi, vous en convenez, va traiter de l'épidémie de coronavirus en Afrique, mais surtout des interrogations quant à ce qu'il pourrait advenir si rien n'est fait. Le thème de cette émission, faut-il craindre le pire pour le continent africain suite à cette épidémie de Covid-19? Il y a eu les alertes du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, suivies de celles un peu plus alarmistes du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et qui avait d'ailleurs suscité des réactions vives de la part de nombreux Africains. Et pour discuter de ce thème, sur ce plateau, Lagrange Simenou Anyangpe, directeur général du cabinet Lige Council. Bonsoir. Bonsoir Aziz et bonsoir chers téléspectateurs. Et nous aurons en ligne Aldo Akakba, qui est historien spécialiste de l'intégration africaine, Martial Bissog, docteur en sciences politiques et fondateur de l'académie Akewa, Académie de la vie augmentée. Nous aurons aussi Ousmane Sao, qui est docteur en sciences politiques et également socio-politologue. Ousmane Sao comme Martial Bissog, qui vivent actuellement en confinement à Paris, en France. Mais avant toute chose, nous allons ouvrir par cette première alerte donnée par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, qui avait demandé aux pays africains de tester massivement leurs ressortissants pour rapidement les prendre en charge en ce qui concerne cette épidémie de coronavirus. Le moyen le plus efficace de prévenir les infections et de sauver des vies est de briser la chaîne de transmission. Et pour ce faire, vous devez tester et isoler. Vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux bandés. Alors que le virus se déplace vers les pays à faible revenu, nous sommes profondément préoccupés par l'impact qu'il pourrait avoir parmi les populations à forte prévalence du VIH ou chez les enfants mal nourris. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Lagrange Simenou Anyangpe, est inquiet pour le continent africain. Il a demandé de tester massivement les populations des pays africains pour qu'elles soient prises en charge au plus vite. Et oui, je suis tout à fait d'avis avec son alarme, son cri de cœur, si je peux m'exprimer ainsi. Et il faut dire que la technologie et l'innovation ont montré leurs limites en Occident. Et c'est vrai qu'il faut tester et isoler. Tester, isoler, oui, mais tout cela demande un certain nombre de moyens. Et l'Afrique était mal partie dans ce que j'appelle les préventions, les mesures qu'il fallait prendre pour pouvoir contrer dans la riposte à cette pandémie-là. Parce que ça fait pratiquement 3 mois que nous entendons parler de cette pandémie qui sévissait en Asie et en Europe. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est bien beau de dire à l'Afrique qu'il faut beaucoup tester, il faut beaucoup isoler. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Quelles seront les mesures d'accompagnement? Dieu a fait grâce à l'Afrique qui, cette fois-ci, n'a pas été frappée par cette pandémie. Sinon, par le passé, les autres pandémies frappaient sérieusement l'Afrique. Mais par la grâce de Dieu, l'Afrique a été longtemps épargnée. Et c'est normal qu'il faut craindre le pire, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas faire peur aux gens. Il vaut mieux ne pas tenir des discours qui vont beaucoup plus mettre les gens dans l'effroi, qui vont beaucoup plus amener les gens à se poser un certain nombre de questions au lieu de prendre un certain nombre de mesures préventives, parce que nous pouvons encore le faire.
nous pouvons encore mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour vraiment riposter à cette pandémie-là en Afrique. Alors, à la suite de cette déclaration du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu, au cours d'une interview accordée à des médias français, les propos du secrétaire général de l'Organisation mondiale de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui ont été, en tout cas, très mal digérés par, ou pas du tout, par de nombreux cadres africains, des propos qui ont suscité parfois de la colère. Antonio Guterres a dit craindre pour l'Afrique des millions de morts si rien n'est fait. Premièrement, la maladie est en train de se développer rapidement aussi en Afrique. Et ça va vers le sud très rapidement. Il faut absolument faire de l'Afrique une priorité de la communauté internationale. Ça veut dire un investissement massif et du point de vue de la capacité des équipements dont vous avez parlé, des équipements des tests, des équipements des respirateurs, des équipements pour que les médecins et les autres travailleurs de santé puissent être vêtus, des masques, etc. Tout ça à un niveau gigantesque. Ça nous faut une mobilisation gigantesque, une priorité absolue, parce que on est encore à temps, à mon avis, d'éviter le pire, mais sans cette mobilisation gigantesque, je crains qu'on aura en Afrique des millions et des millions de personnes infectées, et même si la population est plus jeune que dans le Nord, dans les pays les plus développés, il y aura nécessairement des millions de morts. Alors, Martial Bissog, je rappelle que vous êtes fondateur de l'Académie Akewa, Académie de la vie augmentée, docteur en sciences politiques. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit craindre pour l'Afrique des millions de morts du coronavirus si rien n'est fait. De nombreux cadres, de nombreuses voix autorisées sur le continent ont réagi pour dénoncer un discours de la peur. Tout à fait, Aziz. Il faut d'ailleurs savoir que aucun diplomate issu de la suprématie mondiale n'a jamais réellement ou ne s'est jamais réellement affiché du côté des intérêts des peuples dominés. Il faut que les Africains le sachent très bien. Si le peuple africain était en danger, je vous rassure que ce n'est pas Guterres qui s'en plaindrait le plus. Alors, on a basculé dans ce qu'on va appeler une schizophrénie généralisée et mêle enjeux géopolitiques, géostratégiques et dans un confinement crypto-sanitaire. Je vous parlais tout à l'heure de la polémologie, qui est l'art, qui est la science d'étudier la guerre. Ces États suprémacistes, les États-Unis, la France, le Canada, tous ces pays-là, leurs chefs ont parlé derrière leurs armées pour dire aux autres peuples du monde de confiner leur économie et leur population. Ça veut dire rester chez vous et nous on reste chez nous, mais avec votre argent, votre capital qu'on a chez nous. Donc, si l'Afrique entre dans ce jeu, elle va voir ses économies s'écrouler. Le riz, le couscous, le manioc va manquer dans l'assiette du Gabonais, de l'Ivoirien, du Sénégalais, et puis la population va descendre dans la rue et il y aura une guerre civile véritable et ça va renverser les régimes qui ne sont pas très tolérés en ce moment du côté de l'Occident. C'est une lecture, Martial Bissog, qui est partagée par de nombreux chroniqueurs et de nombreux experts sur le continent. La grande Simenou Agnankpe, le confinement, dans le contexte actuel, n'est pas profitable aux économies africaines. Pas du tout. Le confinement n'est pas du tout profitable aux économies africaines parce que l'Afrique n'a jamais été préparée à ça. Deuxièmement, non seulement l'Afrique n'a jamais été préparée à ça, mais il faut également dire que l'Afrique et les Africains en particulier, sinon la majorité des Africains,
retrouvent leurs revenus chaque jour. Donc, il faille qu'ils sortent, qu'ils reviennent, qu'ils sortent ce matin, par exemple, qu'ils reviennent le soir. Il n'y a pas d'activité formelle pour la majorité des Africains. La majorité des Africains n'ont pas d'activité formelle. Ils sont, pour la plupart, dans l'informel, ce qui leur permet de pouvoir subvenir à leurs besoins vitaux. Mais si nous leur demandons de s'isoler, est-ce que nous allons leur donner les moyens de pouvoir respecter cet isolement-là, de pouvoir rester véritablement confiné. Sans activité. Sans activité. Et Martial Bissog, la question vous est à nouveau posée en ce qui concerne le confinement. Le président Patrice Talon du Bénin a rejeté cette idée. Est-ce à dire qu'il est finalement très alerte ? Oui, le président Patrice Talon fait partie de la nouvelle race des dirigeants pas complexés. Le président Patrice Talon est d'abord un financier, un économiste, un homme d'affaires de haut vol. Ce n'est pas parce qu'il est africain qu'on va célébrer Trump et oublier que Talon est d'abord un patron de l'industrie. Qui est mieux placé que lui en Afrique pour parler d'économie? C'est un milliardaire. Il sait l'impact économique que ce genre de mesures impopulaires, inqualifiables, incontrôlables peuvent avoir sur nos économies. Je tire un coup de chapeau au président Patrice Talon. L'Afrique vivement a besoin de leaders qui parlent au nom de leur peuple et véritablement. Et je pense que c'est une lapalissade de rappeler que cette guerre est d'abord économique aussi. Je vous disais tout à l'heure... C'est une guerre économique, effectivement. En temps normal, la grippe, en temps normal, tue 12 000 personnes en France chaque année. La canicule, 19 000 personnes la dernière fois. L'Italie, 20 000 personnes meurent chaque année de grippe simple. Alors, sous prétexte du corona, ils veulent embrigader et enfermer les économies africaines qui sont en train de se retrouver progressivement et briser l'élan de l'indice de développement dans les marchés. Alors, je vous explique. Si vous stockez, l'économie, c'est l'offre et la demande. Bien sûr. L'Afrique exporte tout ce qu'elle a comme produit. Et l'Afrique importe tout ce qu'elle doit manger. Alors, si vous stockez votre bois, votre cacao, votre café, votre huile de palme pendant des mois sans pouvoir exporter, ça fait que le marché est dévalué. On va casser vos prix encore x2. Donc la balance commerciale est excédente, est déficitaire. Alors, ces économies-là vont profiter, ce confinement-là profite à l'économie mondiale. Ça profite à l'Europe, à la Chine, aux États-Unis, au détriment de l'Afrique. C'est pour ça qu'il faut que l'Afrique ne soit pas confinée. Et le premier confinement, c'est d'abord dans les cerveaux. Après, il faut ouvrir les barrières. Justement, on peut fermer l'Afrique à l'Europe. C'est l'Europe qui va mourir. Ils veulent plutôt nous faire vendre le contraire. Ouvre ces économies pour elles-mêmes pour créer un marché unique commun. Il y a la CEDEAO, l'UMOA, la CEMAC, mais tout cela ne marche pas encore très bien parce que dans les faits, parfois le ballot de marchandises passe et on bloque la personne. Ou parfois la personne passe et on bloque la marchandise à la frontière. Donc l'Afrique peut se retrouver dans cet esprit de libération, de libéralisation des échanges entre elle-même et ses partenaires à l'intérieur. Le Nigeria a 400 millions d'habitants. Vous imaginez que le Nigeria seul peut produire pour nourrir la moitié et presque tout le continent. Le rêve des panafricanistes, donc, c'était de relier le Cap au Caire. Et aujourd'hui, on est en train de voir que Dakar peut être lié à Dar es Salaam, mais uniquement par le commerce. Et le coronavirus peut être un moyen, justement, pour l'Afrique de se fermer au marché extérieur, pas au marché intérieur. Martial Bissog, c'est bien noté. On souligne qu'il y a des chercheurs africains qui, dans le contexte actuel, se battent pour essayer de trouver un remède. Et il y a des essais encourageants actuellement avec le docteur Valentin Agon du Bénin, l'apivirine
l'apivirine, son médicament produit il y a 20 ans, a été retenu comme molécule efficace pour soigner le Covid-19, et le gouvernement du Burkina Faso a annoncé que des essais sont en cours. Nous vous proposons de suivre le sujet avant de revenir. Les chercheurs africains ne sont pas en reste dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Nombre d'entre eux mènent dans la discrétion, mais efficacement, des travaux porteurs d'espoir. En témoigne le lancement de 2 essais cliniques conduits par des chercheurs burkinabés contre cette pandémie qui fait des ravages, pour tester l'efficacité et la sécurité de 3 produits dans le traitement de ce mal. C'est un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation du Burkina Faso qui l'a annoncé jeudi. Les essais menés sous la férule du Centre national de recherche scientifique et technologique du Burkina Faso vont également se poursuivre dans 2 pays africains, parmi lesquels le Bénin. Il va s'agir d'évaluer l'efficacité clinique et virologique d'un médicament à base de plantes appelé apivirine. Cet antirétroviral utilisé depuis 20 ans contre le VIH-Sida présente jusqu'à présent un bon profil de sécurité, selon les experts. Ce médicament a été conçu par le tradithérapeute béninois Valentin Agon. Dans une interview accordée à des confrères béninois, il parle de ce médicament. Je le confirme. En effet, il y a de cela 2 semaines, mes camarades de l'université de Burkina Faso, mes universitaires, des chercheurs comme moi, m'ont appelé et m'ont dit qu'il y a l'un de nos patrons qui serait malade, un Français qui serait malade de coronavirus. Donc on m'a appelé et j'ai envoyé par les cars qui quittent Cotonou pour Burkina, j'ai envoyé 4 boîtes de apivirine. Et arrivé au Burkina Faso, ils les ont réceptionnés, et en même temps, le jeudi 12 mars, ils ont mis le malade sous apivirine avec 3 gélules x 4 par jour. Un autre médecin gabonais, Pierre Piebi Ouyoubi, connu pour avoir mis au point un traitement contre le sida, a affirmé, selon un site d'information gabonais en ligne, avoir mis au point un médicament tout aussi efficace contre le nouveau coronavirus. Des informations qui suscitent des espoirs légitimes au moment où Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, craint le pire pour l'Afrique si rien n'est fait. Le diplomate a exprimé sa grande inquiétude dans une interview accordée à des médias français. Des propos qui n'ont d'ailleurs pas plu à de nombreux internautes, parmi lesquels le journaliste sénégalais Adama Gaye. Ce dernier a déclaré urgent de déconstruire et démentir la déclaration d'Antonio Guterres, des propos qui alimentent selon lui la psychose générale. Les chercheurs en Afrique sont actuellement à pied d'œuvre. On a le docteur Valentin Agon, qui est un tradithérapeute et qui a proposé un produit qui va certainement, au vu des feedbacks et de tous les premiers résultats obtenus, compter parmi les médicaments à utiliser contre cette maladie. Aziz, il y a quelques semaines sur ce plateau, je préconisais, je proposais que nous puissions et que nos autorités particulièrement, ainsi que les philanthropes, les principaux bailleurs de fonds puissent véritablement placer leur confiance en nos tradithérapeutes, puissent mettre en place des mécanismes pour accompagner ces tradithérapeutes, ces tradipraticiens, afin qu'ils puissent rendre performants et rendre disponibles leurs recherches, trouver des mécanismes pour les mettre ensemble afin qu'ensemble ils puissent aller davantage de l'avant pour le bien de l'Afrique. Parce que quoi que l'on dise, l'Afrique a ses réalités. L'épidémie, les ravages qu'elle fait en Europe, qu'elle fait en Asie et autres, n'arrivent pas au niveau de l'Afrique. C'est vrai qu'il paraîtrait que l'Africain dispose de beaucoup plus de ressources naturelles qui lui permettent de pouvoir, mais je pense qu'il serait bien de financer ces genres de recherches-là avant,
il faudrait pas attendre qu'il y ait le Covid-19 pour pouvoir se rendre compte que le produit apivirine de tel tradit praticien arrive à faire quelque chose. Non. Donner de la confiance à ces tradis thérapeutes, à ces tradis praticiens et également voir dans quelle mesure les associer aux pharmaciens. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et beaucoup de tradithérapeutes sont pharmaciens pour ceux qui ont fait des études de pharmacie. Vous voyez, donc moi je pense que c'est une bonne chose, c'est une très bonne initiative. Le docteur Raoul, le français, qui préconisait l'usage de la chloroquine, mais il a été fortement combattu chez lui. Mais aujourd'hui, il n'a pas attendu d'abord qu'on lui signe un décret, que le président Macron lui signe un décret pour pouvoir traiter des personnes qui venaient taper à sa porte et qu'il trouvait mourant et qui témoignaient de l'efficacité du traitement qu'il leur donnait. Donc si aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, quelqu'un arrive à mettre à disposition un produit qui est efficace, pourquoi la CEDEAO, pourquoi la CEAC, pourquoi la SADC, pourquoi les autres communautés, l'Union africaine ne vont pas vers cela? Je salue le leadership et le pragmatisme du gouvernement du Burkina Faso et donc du président Kaboré et du ministre de la Santé, du ministre de le Burkina Faso qui fait faire actuellement des tests. Bien sûr, ces tests ne se font même pas au Bénin, pays d'origine de M. Agon, mais c'est au Burkina Faso. Avec l'apivirine pour des patients de Covid-19. Donc ceci vient encore, cette pandémie vient nous relancer par rapport à la réflexion et aux dispositions qu'il faille prendre pour pouvoir avoir en notre sein des mécanismes de prévention. L'épidémie a commencé depuis 3 mois, elle fait des ravages depuis 3 mois, mais qu'est-ce que nous avons fait concrètement pour pouvoir avoir une riposte efficace, comme la Corée du Sud, comme le Japon et bien d'autres pays. Et rappelons qu'en 3 mois, c'est l'hécatombe dans de nombreux pays, bien sûr. Notamment en Italie, en Espagne, en France, oui. Mais également en Chine. Alors, la Chine qui a fini par contenir la situation eu égard à certaines informations, même si les Américains et les Européens considèrent qu'il y a du mensonge sur les chiffres communiqués à propos de la maladie. Au Gabon, cette fois en Afrique centrale, on rappelle qu'au Cameroun, il y a un nombre de cas qui est 10 fois plus élevé qu'au Gabon, semble-t-il une centaine de cas à présent. Et au Gabon, ce 30 mars, il a été enregistré 16 cas officiels, 9 cas supplémentaires, puisqu'il y en avait 7. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du comité de veille du Covid-19, le docteur Guy-Patrick Obian, lors d'une conférence de presse donnée à Libreville. Les résultats des derniers prélèvements des cas suspects analysés au CIRMF et au CERMEL confirment 9 nouveaux cas positifs au Covid-19, ce qui donne un total de 16 cas positifs au Covid-19, dont un décès, soit un pourcentage de 5,6% par rapport à l'ensemble des tests réalisés. Sur les 9 cas positifs, 7 avaient effectué un voyage récent, notamment au Sénégal, au Burkina Faso, à Dubaï, en Italie et en France. Les 2 autres cas positifs n'ont pas voyagé. Ils ont été contaminés par contact étroit avec leurs collègues de bureau. Ce qui devrait nous interpeller sur l'impérieuse nécessité de respecter les mesures barrières telles que la distanciation d'au moins 1 mètre, le nettoyage des mains systématique avec de l'eau et du savon ou le gel hydroalcoolique, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi en cas de toux et d'éternuement, se saluer sans se serrer la main, enfin de nettoyer les objets et les surfaces souillées. Il s'agit également de respecter d'autres mesures barrières telles que éviter les rassemblements et limiter les sorties non essentielles. Les derniers résultats de ce jour nous interpellent sur la menace qui nous guette dans notre milieu de travail,
dans les espaces publics, dans les transports en commun, les bars, les magasins, chez nos amis, et sur les risques de contamination auprès de nos collègues, parce que nous avons face à nous un ennemi invisible, un ennemi qui n'a pas d'odeur et qui aujourd'hui est certainement disséminé dans notre entourage, et il est véritablement nécessaire que nous puissions faire attention, que nous puissions faire preuve de vigilance et que nous puissions faire preuve de discipline. Il faut faire preuve de discipline, c'est ce qu'a indiqué à l'instant le porte-parole du comité de veille du Covid-19 au Gabon, du Covid-19, le docteur Guy-Patrick Obiang. Faire attention, prendre toutes les dispositions pour limiter les risques. Mais ça reste insuffisant, Lagrange Siménoignan. Oui, Aziz, vous savez, je salue les efforts que font les gouvernements africains, particulièrement le gouvernement gabonais et ce comité qui est en train d'essayer de gérer la crise. Mais comme je le disais tantôt, des mesures, oui, mais comment mettre en œuvre ces mesures si les moyens n'accompagnent pas? Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, c'est, je pense, la moindre des choses. Parce qu'un gel, ça coûte un peu cher. Mais si la population n'a pas l'eau, il y a pas mal d'agglomérations dans Libreville où il y a des difficultés d'eau. Pour se laver, c'est compliqué. Pour avoir 10 litres d'eau, c'est compliqué. Et il y a eu des initiatives, où on retrouve des dispositifs qui permettent aux gens de se laver les mains. C'est pour ça que je saluais les efforts que font le gouvernement. On l'a vu, dans la ville, il y a des dispositifs, mais l'eau n'y est pas. Il y a ce problème d'eau, un. Deuxièmement, lorsque nous demandons aux gens de limiter les sorties aux sorties essentielles, je suis d'avis, mais celui qui a besoin de moyens, il est obligé de sortir tout le temps pour avoir de quoi subvenir à ses besoins. Je ne demande pas de ne pas respecter ces mesures-là, mais vraiment, il serait judicieux que d'autres mesures puissent accompagner. Aujourd'hui, lorsque vous voulez vous ravitailler dans certaines zones, c'est compliqué. Lorsque vous voulez acheter des vivres, c'est compliqué parce que les magasins sont fermés. Il y en a qui sont ouverts. Les grandes surfaces continuent de rester ouvertes, et même s'ils ont limité leurs horaires eu égard au couvre-feu. Mais c'est compliqué. Si nous demandons aux gens de limiter les sorties aux sorties essentielles, s'il est demandé aux gens de respecter le couvre-feu, mais celui qui est obligé de faire 5 km pour pouvoir se ravitailler, et lorsqu'il arrive, il faut qu'il respecte la mesure barrière qui demande à ce qu'on reste à 1 mètre de l'autre. Donc, il y en a qui peuvent ne pas rentrer dans les magasins avant que les magasins ne ferment. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, vraiment, il serait bien que des gens puissent pouvoir évaluer les mesures, puissent pouvoir essayer d'améliorer ces mesures-là. Docteur Ousmane Sao est toujours en ligne. Docteur Ousmane Sao, on vous donne l'occasion de réagir sur la stratégie adoptée par la Corée du Sud qui fonctionne quand même. Oui, ce qu'on voit actuellement, d'après ce qu'on a des informations, que la Corée du Sud reste encore épargnée. Mais bon, moi, pour le moment, je fais encore attention à tout ce qui se passe, parce que c'est après cette situation qu'on pourra faire peut-être en exercice de la situation. Parce qu'on a la Chine, on a la on a même en France aujourd'hui que les informations données ne sont pas exactes. Donc il va falloir faire attention et attendre un peu la fin de cette pandémie, peut-être quelques jours, quelques mois, pour faire un bilan général de la situation. Mais revenons un peu sur l'Afrique. Je crois qu'on est tous d'accord que la situation actuelle en Afrique, bien que la situation soit un peu contrôlée, nous sommes tous d'accord que nous ne sommes pas encore prêts. Et nous sommes encore d'accord que l'Afrique doit elle-même faire confiance à ses chercheurs. Donc, c'est pas maintenant qu'il fallait c'est pas maintenant qu'il fallait le proposer.
mais il faut encourager la communauté africaine pour qu'elle puisse faire confiance, surtout comme avait dit tout à l'heure notre ami Simon Anyangbe. Je le rejoins parfaitement sur cette affirmation. Cette chose, on devrait peut-être développer et faire confiance à nos tradithérapeutes, bien sûr, mais peut-être leur donner les moyens pour qu'à l'avenir, la situation puisse être au moins étudiée de la meilleure des solutions. Parce qu'on est dans une guerre, comme on dit souvent. Cette guerre, elle est peut-être économique, cette guerre, elle est sanitaire, cette guerre, elle est pharmaceutique aussi. Parce qu'à l'Afrique aussi de pouvoir développer ses propres médicaments pour que nous aussi, nous puissions faire face à la situation. Donc, on peut retenir 3 cas sur ce qui se passe actuellement chez nous. C'est que la situation est là. Nous sommes tous d'accord que nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour faire face. Deuxièmement, à côté de ces infrastructures, il faut une organisation parfaite parce que avec les difficultés économiques que la population africaine a, aujourd'hui, il faut peut-être accompagner cette situation-là à ce que les personnes qui vivent dans la plupart des cas, dans l'informel, parce qu'on a des commerçants qui sont plus, qui ne dépendent pas de l'État, qui dépendent un peu de ce qu'ils ont dans la journée. Donc, à un moment donné, je crois qu'il va falloir que l'État ou bien les États africains puissent revoir ou bien restructurer cette situation-là pour qu'on puisse, quand il faut confiner ou quand il faut appliquer des lois qui vont dans ce sens-là, que les gens puissent au moins avoir des mesures d'accompagnement qui leur permettraient au moins de rester chez elles. Et troisièmement, je dirais bien, c'est développer l'industrie pharmaceutique africaine pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Parce qu'on ne peut pas tout le temps continuer à dépendre de la Chine. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous sommes à côté de ce qui se passe en Chine. Les Chinois envoient encore des médecins, comme le Cuba, comme les autres, ils envoient des médecins en Afrique avec tout ce qu'il y a comme conséquences économiques. Donc, il va falloir peut-être que les Africains, le gouvernement africain, c'est pas le cas de la population africaine, c'est surtout le cas des décideurs africains pour qu'ils puissent prendre les choses en main. Et en même temps, on ne peut pas en même temps critiquer l'Afrique et dire, ou bien critiquer l'apport des Occidentaux et en même temps aussi je crois qu'il faut encourager la communauté à la CEDEAO, comme par exemple CEAC, toutes ces communautés sont à encourager pour qu'ils puissent travailler en harmonie ensemble et trouver effectivement le médicament qu'on attend. Et enfin, je dirais on a entendu au Burkina, on a entendu au Bénin qu'on a des praticiens qui ont retrouvé quelque chose. Pourquoi pas essayer de tenter, parce que moi je suis partisan de la situation actuelle, je suis devant un fait accompli. Quand on est devant un fait accompli, on n'a pas le choix de dire moi je vais en Afrique ou je vais prendre les médicaments africains ou je vais prendre les médicaments européens. Donc c'est pour moi une question d'urgence de trouver le médicament qu'il faut, qu'il soit africain, qu'il soit asiatique ou qu'il soit européen. Pour le moment, non. Mais je crois que l'avenir nous dira, les Africains devraient au moins reprendre les choses en main, peut-être pour les années à venir, pour qu'ils comprennent qu'on est devant des situations très difficiles où les Européens sont débordés, où les Asiatiques sont débordés, les États-Unis sont débordés. Donc, nous sommes un peu à la traîne de cette situation-là. Peut-être se restructurer et puis faire confiance à nos propres chercheurs, à nos propres médecins, pour qu'à l'avenir, il n'y ait pas cette mauvaise impréparation qui nous gangrène tant. Nous allons donc réitérer la question avec Aldo Akpakpa. La Corée du Sud a réussi à endiguer, à contenir la pandémie de Covid-19 avec un nombre finalement très réduit de cas. Est-ce que cette stratégie-là ne devrait pas inspirer les pays africains? Oui, effectivement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais dans mon intervention tout à l'heure.
qu'on aurait pu s'inspirer du cas de la Corée du Sud et du Japon qui se sont très bien organisés. En tout cas, mieux organisés que les Occidentaux. Dans un cas de pandémie, comme celui du coronavirus, il ne s'agit pas de paniquer et de semer, je ne sais pas, la peur dans la population. Ce n'est pas, c'est pas ce qu'il faut faire normalement. Et c'est ce qu'on a vu en France, en Italie, quand on entend que il y a un porteur du virus dans le pays, rapidement, on enlève de tout le monde, alors que non, ce qui a été fait en Corée du Sud et au Japon, ces deux pays précisément, c'est très simple. Comme l'a dit M. Lagrange à RP, on a mené une très bonne campagne de communication. C'était très simple, la méthode. Alors, si vous sentez des douleurs, si vous faites la toux, si vous avez en tout cas des symptômes qui peuvent être proches du Covid-19, vous alertez l'hôpital. Ils ont communiqué, moi d'après ce qui m'a été dit, des numéros à la population, et vous appelez ces numéros, vous allez vous rendre à l'hôpital et on vous traite. On essaie d'abord de vous diagnostiquer pour savoir si vous êtes porteur du Covid-19. Si vous l'êtes, alors on vous met en quarantaine, très simplement, et vous n'êtes plus en contact avec le reste de ce passé. C'est au boulot, votre famille, vos collègues, vous êtes à l'hôpital carrément. Donc, je pense que c'est ce qui devait être fait, par exemple en Afrique, mais d'abord on a été en retard. On a été en retard parce que le coronavirus, on entendait parler depuis plus de 3 mois. Mais on n'avait pas pris de disposition, on n'avait pris aucune mesure. Il a fallu que le mal gagne complètement l'Europe, que l'Europe s'affole au lieu de trouver des solutions, que nous-mêmes on a commencé à chanter en chœur l'hymne de la peur avec nos colonisateurs. C'est ce qui a déploré. En fait, quand je dis nous, je parle bien sûr de l'ensemble des pays africains francophones. Dirigeants, parce qu'on ne nous a pas encore montré une solution concrète aujourd'hui, une solution typiquement africaine, d'accord, venant d'un pays du continent. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est quarantaine, confinement et des mots, des expressions que vous allez entendre quand vous allumez France 24, ou si c'est CNN, ou si je ne sais pas, c'est la même chose. Or, la solution était à la base très simple, d'accord. Puis après avoir mis ce système en place, bon, on va maintenant mettre un système de contrôle strict au niveau des aéroports. Ça, c'est très important, surtout les aéroports, parce que le mal n'est pas endogène, ça ne vient pas d'Afrique. Ça vient de l'extérieur. On a dit que c'était d'abord les Chinois, puis après, c'est passé en Europe. Donc, ceux qui vont quitter la Chine, l'Europe, ce sont ceux-là qui sont censés être les porteurs du virus. Donc, ils ne vont pas passer normalement par la voie terrestre. Normalement. On va estimer que ce n'est pas l'aéroport qui doit normalement passer. Donc, il faut mettre le service sanitaire, d'accord, au point aux aéroports de nos capitales. Mais ça n'a pas été fait depuis 3 mois. On entendait parler du coronavirus. Moi, je suis à Cotonou, où la ville est pratiquement en chantier. Et ce sont les Chinois qui travaillent. Et depuis tout ce temps, nous, on avait remarqué déjà que les Chinois portaient le masque et le cache-nez. Mais on n'entendait même pas encore parler de coronavirus. Vous voyez? Donc, pendant ce temps, ça ne disait rien par ici. Ça n'alerte personne. Donc, mais il se dit... Là, il a juste fallu que ce soit la France qui soit touché. Et les Français, le système français est touché, la peur le gagne,
et tout le monde crie, on veut confiner, on veut mettre en quarantaine. Voilà, les Africains aussi commencent à suivre le modèle français. C'est ce qui est un peu triste dans le cas africain, parce qu'à chaque fois, il fallait juste penser à ces solutions très simples que les Japonais et les Coréens ont eu à mettre en place très tôt pour pouvoir régler le problème. Aujourd'hui, vous allez constater qu'ils ont le moins de morts comparé à la France, à l'Italie et même à leurs voisins. Et même à la Chine. Et même à leurs voisins, la Chine. De trouver des solutions. On est là, comme le disait M. Agapé, on s'est dormi. On est, bon, mais il y a des tentatives. Et on commence à crier le coronavirus. Encore que vous venez de passer tout de suite un reportage sur les tradis praticiens. Oui, les chercheurs africains, oui. Valentin Agon. Un autre problème aussi, parce que on ne compte pas, on ne mise pas sur ce que nous on a. Il a fallu, peut-être que si le même Valentin Agon avait parlé de chloroquine pour traiter du Covid-19, en fait, on n'aurait pas taillé d'importance à ce qu'il disait. Mais quand ça vient de la France, le docteur Raoult, lui-même qui a eu toutes les peines avant avant qu'on lui reconnaisse ce qu'il a proposé comme solution, voilà, tout le monde chante aujourd'hui, chloroquine par-ci, par-là, chloroquine. Oui, mais Aldo Akpakpa, qu'est-ce que c'est? Mais il y a quand même une coopération sous-régionale, puisque le Burkina Faso est en train de faire des tests sur ce médicament. Peut-être également que ça fera tâche d'huile après l'essai qui se fait actuellement au Burkina Faso. Vous avez raison, mais le problème, ce n'est pas le Burkina Faso qui va essayer de venir chercher un tradit praticien, chercheur du Bénin et tout, mais je parle précisément de la CEDEAO. De la CEDEAO, parce que peut-être qu'il y a d'autres tradis praticiens, peut-être en Guinée-Bissau, au Sénégal, au Mali, et même au Nigeria, qui sont également des pays de l'espace CEDEAO. Et quand je ne parle pas seulement de la CEDEAO, pareil pour l'Afrique centrale et idem pour l'Afrique de l'Est, ainsi de suite l'Afrique australe. Donc, pour les autres en fait, c'est les organisations sous-régionales, je vois, qui devaient, à travers leur département, parce qu'elles ont toutes un département affecté au secteur de la santé et de la recherche. Qui traiter ce problème avec les ministères de chaque pays, normalement. Mais à part ce qu'on voit, je ne sais pas, un certain communiqué à la télé, ce qui est très très facile à faire de la part de cette institution. Oui, on va permettre à Lagrange Aldo Akpakpa, on va vous reprendre Aldo Akpakpa. Et en communion avec le gouvernement. Oui. Alors on a quelques retards avec la ligne, mais nous allons vous reprendre dans un instant. Lagrange Siménou Agnangpé, il y a ce manque de cohésion au niveau d'abord des différentes sous-régions qui manquent. Ça devrait être, en ce qui concerne la recherche, une cohésion dynamique pour permettre très vite, pourquoi pas, de proposer un médicament efficace à l'image de l'apivirine du docteur Valentin Agon du Bénin. Et oui, effectivement, il y a un manque de cohésion, même s'il faut saluer le travail remarquable que fait la CEDEAO et la CEAC, parce qu'il y a une cohésion entre la CEDEAO et la CEAC, même si il n'y a pas encore de grandes avancées, il n'y a pas encore de grandes choses qui sortent de cette cohésion-là. Il faut saluer déjà cette cohésion-là, mais il faudra que cette cohésion-là se généralise. Il y a quelques semaines, sur ce même plateau, je proposais que nous fassions confiance
confiance, que nos autorités politico-administratives, que nos opérateurs économiques puissent faire confiance à nos tradithérapeutes et trouver le moyen de les asseoir, de les regrouper quelque part pour qu'ils puissent se parler, pour qu'ils puissent échanger et mettre en place des mécanismes propres à nos réalités. La chloroquine dont on parle, mais c'est comme l'a dit l'un des intervenants, mais c'est une plante africaine qui permet de produire la feuille de Nîmes. La feuille de Nîmes qui permet de produire cette chloroquine-là. Donc Dieu a tellement béni l'Afrique. Oui, mais il y a les risques d'automédication. On a eu le cas en République démocratique du Congo. Les risques d'automédication. En République démocratique du Congo, d'une maman qui a perdu 3 enfants après leur avoir fait une purge qui a finalement tourné au cauchemar. C'est vrai que... Vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Il n'y a pas d'omelette bien faite sans que les œufs ne soient cassés. Je déplore cet incident, je déplore l'automédication que certaines personnes pratiquent, mais ceux qui connaissent ces plantes-là, ceux qui connaissent l'efficacité et le mode de prise de ces plantes-là sont quand même là. Et si nos autorités, si les richissimes, les philanthropes allaient vers ces personnes-là, je pense qu'ils allaient mieux communiquer. Parce qu'il y a une posologie à respecter. Bien sûr, mais les gens ne la connaissent pas. Imaginez, je prends l'exemple de quelqu'un qui souffre d'un mal, qui sait que la feuille de papayer bouillie peut lui permettre. Il a lu ou il a entendu quelque part qu'il faut bouillir la feuille du papayer pour pouvoir guérir de son mal. Mais il saute dessus. Si entre-temps il avait eu une meilleure communication, lorsque vous faites bouillir cette feuille, prenez juste un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir. S'il avait eu cette information, mais il ne serait pas passé, personne ne veut mourir tôt. Il n'aurait pas fait de l'automédication. Donc moi je pense que ce secteur-là, c'est-à-dire les tradithérapeutes, le secteur des tradithérapeutes africains doit être valorisé. Pas seulement sous-régional, pas seulement dans l'espace CEDEAO, dans l'espace CEAC, au niveau de la SADC, non. Il y a déjà quelque chose qui est en train de sortir de la CEDEAO. Pourquoi est-ce que les autres communautés ne peuvent pas chercher à s'intéresser à la chose, apporter les moyens, comme le disait l'autre intervenant, un malade a des difficultés au Gabon, le Cameroun est incapable d'envoyer un avion médical alors qu'il dispose d'un avion médical qui est là, qui ne lui sert pas, mais il est incapable d'envoyer cet avion médical là. Il fallait que nous puissions remédier à cela. Et cette responsabilité n'émane pas à nos autorités seules. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les responsables des départements santé de nos commissions, c'est à eux que nous devons nous en prendre d'abord. C'est à eux que nous devons nous en prendre. Parce que si eux, ils font véritablement porter la voix, les autorités ne vont pas passer outre. Parce que les autorités ont beaucoup d'autres choses à faire. C'est à eux. Président de commission, il y a les chefs d'État. Le docteur Raoult n'a pas attendu que le président Macron signe le décret avant qu'il ne commence par donner la posologie qu'il fallait à ceux qui étaient infectés. Et il a dit qu'il est médecin, il est responsable de sa profession. Et c'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc s'il faut s'attendre tout le temps au chef d'État, au ministre, il faut ruer dans les brancards, faire du bruit pour se faire entendre. Pas faire du bruit. Il y a de meilleurs moyens pour se faire entendre. Nous sommes sur un plateau, vous nous donnez l'opportunité aujourd'hui, aussi bien à moi qu'à d'autres intervenants, de pouvoir attirer l'attention des uns et des autres. Ça, c'est un meilleur moyen. Mais il ne s'agit pas d'aller tempêter par-ci et par-là. Non. Faisons les choses en respectant les règles établies par nos autorités. Nos autorités ne sont pas nos ennemis, ça moi je le dis. Et je continuerai toujours de dire que nos plus hautes autorités, les chefs d'État, les ministres, les autorités pas municipales, mais les autorités législatives ont tellement de responsabilités qu'il faille que les premiers responsables au niveau de nos administrations, de nos municipalités et dans nos organisations communautaires puissent véritablement prendre leurs responsabilités afin que nous puissions aller de l'avant. Moi, c'est ce que je peux dire par rapport à cela. Je ne vais pas me mettre à dire que non, il incombe à tel chef d'État, à tel ministre. Non. Il incombe à nous jeunes de pouvoir porter la voix, nous qui pouvons porter la voix des autres jeunes, que nous puissions porter cette voix de façon réglementaire et pouvoir régulièrement le faire. Aller vers ceux-là qui puissent amplifier cette voix-là vers les autorités. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen. Il ne s'agit pas d'aller dans les réseaux sociaux, de se mettre à tempêter. Non.
faisons les choses dans les règles de l'art et je pense que nous irons tous de l'avant. Merci, Monsieur Aziz. Oui, c'est bien noté. Pour qu'il n'y ait pas cette impréparation face à d'éventuels autres défis sanitaires à relever, il faudrait que les chercheurs africains soient valorisés par leurs États. On retourne à Cotonou, au Bénin, prendre Aldo Akpaka. Aldo, quelle devra être la posture, de votre point de vue, de l'Union africaine pour renforcer l'intégration au niveau de la recherche? Alors, il y a l'un de vos intervenants qui disait tout à l'heure que l'Union africaine n'existe pas, qu'on est au XXIe siècle, qu'on est en 2020. L'Union africaine existe. Elle existe, mais elle a des problèmes. Elle a d'énormes problèmes que nous, la jeunesse africaine, devons tout faire pour régler. Ce sont des problèmes que nous devons régler. Ce n'est pas les jeunes Européens, les jeunes Français et Chinois qui viendront travailler à notre place. Mais comment la jeunesse africaine... Oui, mais Aldo Akpaka... L'Union africaine... Mais comment allez-vous y parvenir? L'Union africaine doit travailler en synergie. Il faut que l'Union africaine apprenne désormais à travailler en synergie avec les gouvernements. Parce qu'en ce moment, on est dans le cas, dans le secteur de la santé. C'est la santé qui est concernée. Mais prochainement, vous vous rendez compte que ça serait peut-être un problème éducatif ou ça peut être le secteur concerné ou le secteur de la défense, quel que soit le secteur, il faudra que l'Union africaine, qui a des départements affectés, apprenne à travailler avec les institutions sous-régionales et avec les gouvernements, avec les ministères concernés pour chaque pays. Parce que nous avons des valeurs, nous avons des solutions en Afrique. Donc, si nous ne travaillons pas normalement ensemble, pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes, je pense qu'on va rester là à imiter les autres et à la fin et tout le temps, on sera ridicule. Parce que les gens se moquent bien de nous, ça c'est ce qu'on ne sait pas. Donc je pense que l'Union africaine, les organisations sous-régionales doivent prendre leurs responsabilités pour essayer de travailler, ça je le répète, avec les ministères concernés. C'est sur ça que moi je vais finir. Oui, Aldo Akpaka, merci. Vous pouvez être rassuré. Ceux qui se moquent de l'Afrique ont tort, parce que l'avenir se trouve en Afrique, à ton coutume de rappeler. Oh, comme disait le général de Gaulle, vaste programme. Mais je tiens déjà à vous le signaler que vous faites un très bon travail. Je suis en sympathie avec vous. Label TV, c'est un label de qualité exceptionnelle, puisque à la tête trône l'un des plus grands professionnels de l'audiovisuel en Afrique, Monsieur Mactar Sylla, que j'ai bien connu. Merci beaucoup. Donc, je sais qu'il ne peut que travailler avec une équipe de jeunes extrêmement compétents. C'est pour ça que je suis heureux de participer à cette marche. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que le continent se réveille? Déjà, il y a une notion simple de vie. Ce n'est pas d'autre de me signer mon diplôme, de dire ces mots intelligents parce qu'il m'a signé un bout de papier. Il faut qu'on arrête déjà ce qu'on appelle en Afrique la péroquisation de l'intelligence. Il faut que l'Afrique domestique son intelligence et qu'on fasse ce qu'on appelle la science appliquée. Quand vous avez vos téléphones aujourd'hui, vous avez les applications. Hein, mon cher Alice? Bien sûr. Alors, si on n'a pas les applications pour transformer le chikwang, pour transformer notre propre tapioca, notre propre couscous, et qu'on commence à importer tout de Chine, l'Union africaine va être une gageure. L'économie, c'est l'offre et la demande.
Et l'offre, ça veut dire la qualité, la production. La demande, ça veut dire les bouches qui consomment. Absolument. Il faut que les Africains aient de l'argent, qu'ils fassent tourner leur économie, que je puisse aller dormir à Cotonou et avoir une fiancée à Port-Gentil, et que je fasse tout ça en une journée. Il faut qu'on ouvre les couloirs, que les barrières s'arrêtent. Quand on parle de l'Union européenne, vous avez le Schengen, vous avez la monnaie, vous avez l'euro, vous avez la réalité qui est là. Alors, moi, je suis très mal à l'aise avec les discours de nos intellectuels qui font des sommets, des assises. J'ai accompagné les chefs d'État pendant plus d'une décennie dans les sommets de l'Union africaine à Addis Abeba. Je peux vous dire que ça bavarde tellement que le sommeil finit par vous prendre. Et il faut que les jeunes aient la capacité de se... qu'on circule. Je pense que le président Kagame a émis l'idée d'un passeport africain. Je pense que le président Kagame a supprimé... Je pense que le président Kagame a favorisé l'installation foncière de tous les jeunes d'Afrique. On m'a proposé 1000 mètres. On m'a proposé du terrain à Kigali. Si j'ai envie de créer une entreprise au Gabon aujourd'hui, je suis Camerounais, je peux vous rassurer, je parle à titre personnel, moi, le Gabon, c'était mon pays, mais je peux vous rassurer que j'aurai plus de comptes. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut concrètement mettre en place et se dire aujourd'hui que les pays enfermés vont s'ankyloser le cerveau et vont s'étouffer anacondicement parlant leur économie. Donc, le Gabon aujourd'hui, je vous prends un exemple, grâce à la production de l'huile de palme de Olam, vend l'huile de palme au Cameroun. Mais il faut qu'on puisse aussi vendre et acheter entre nous. C'est ça un exemple. Mais en retour, quand le Cameroun va payer cet argent aux Gabonais de l'huile de palme, le Gabon va aller acheter les tenues, les fusils et les armes et les tenues militaires chez le colon. Et ça fait que l'argent ne reste pas en Afrique. Donc il y a tout un mode de pensée économique, mais il y a d'abord un mode de pensée spirituel. À revoir. Et du africain. Vous parlez... Allô? Vous parlez de la Chine. La religion chinoise a été définie par Mao. Hein. Et la religion, ce n'est pas crier tous les versets du monde que Jérusalem est beau. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Il faut qu'on dise que Libreville est beau. Libreville, c'est pour nous. Libreville, c'est à nous. Et vivre l'Afrique. En tout cas, Martial Bissog, on a bien retenu votre souci de faire en sorte que l'Union africaine soit une réalité et on espère que nous allons continuer à contribuer à matérialiser ce projet qui est un vaste projet et qui se construit chaque jour. La pandémie ou bien l'épidémie de coronavirus en Afrique est peut-être l'opportunité pour réellement renforcer l'union entre les peuples en mettant en avant, bien sûr... Oui, mon cher Aziz. Oui, Martial. Justement, je voulais insister sur ce point. Oui. L'Afrique va rentrer de 50 ans en arrière si on applique les méthodes de confinement. C'est une escroquerie. Pourquoi? Parce que vous venez justement de dire que nos économies doivent s'ouvrir et coopérer. Or, le confinement, c'est quoi? C'est la fermeture des frontières. Ce n'est pas paradoxal, ça? Absolument paradoxal. Absolument paradoxal, et on en revient au président du Bénin, Patrice Talon, qui a de façon très réaliste souligné ne pas pouvoir confiner une population qui a besoin de bouger pour se nourrir chaque jour. C'est assez compliqué, il faudrait certainement d'autres réponses et on aura l'occasion de faire encore des émissions autour de cette pandémie, de cette épidémie de coronavirus en Afrique, pandémie à l'échelle du monde, notamment de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique.
Merci donc à Martial Bissog, fondateur de l'Académie Akewa, Académie de la vie augmentée, et docteur en sciences politiques, à Aldo Akbaka qui était en ligne de Cotonou, historien, spécialiste de l'intégration africaine, du docteur Ousmane Sao, sociopolitologue, qui lui était en ligne comme Martial Bissog de Paris en France. Merci messieurs pour vos riches contributions, et à vous Lagrange Siménou Agnampé, chroniqueur de cette émission. Merci encore d'avoir été là, et à vous fidèles téléspectateurs de nous rester fidèles. À très vite, et cette émission sera rediffusée aux heures habituelles sur votre chaîne panafricaine, La Belle Radio et Télévision. Très bonne suite de programme. Merci à vous.